On démarre donc avec notre partie sur pourquoi les Kings sont allés chercher DeMar DeRozan. Écoute, Jérém, comme c'était un peu moins le cœur de ton article, moi je suis allé chercher quelques stats pour essayer puis les mettre un peu en regard de moi ce que j'avais en tête sur cette équipe des Kings que j'aime bien regarder jouer pour voir un peu des éléments qu'on pouvait se donner. Donc j'ai quatre grands arguments pour essayer de comprendre pourquoi ils sont allés le chercher. Et puis je te propose qu'on se les mette un peu en regard. Bon, alors le premier élément que je m'étais noté, c'est que en regardant les Kings l'année dernière, je trouvais, je sais pas si c'est la sensation que tu avais, mais je trouvais que c'était une équipe qui misait quand même beaucoup sur son collectif et qui pouvait parfois donner l'impression de manquer un peu de profondeur dans l'autonomie. Je pense que c'est, tu vois, on compare souvent les Kings l'année dernière, on les a beaucoup comparés avec les Pacers. Je pense que dans le fond, ils ont un jeu quand même beaucoup plus structuré que les Pacers et qui est moins dépendant de la création d'un joueur, même si Sabonis est, enfin le système dépend pas mal de Sabonis, mais en fait quand on regarde dans le détail, je trouve que le système dépend beaucoup de Sabonis et de sa relation avec les autres, et pas de Sabonis seul. Et elle fait partie de ces équipes NBA qui finalement ont peu de profondeur dans l'autonomie. Alors, j'ai essayé d'aller regarder quelques stats, tu vois, pour essayer de le justifier. C'est pas simple ça, parce que quand tu es sur un trio, malheureusement, quand tu essaies d'évaluer les joueurs seuls, c'est compliqué d'avoir des volumes de minutes satisfaisants, mais il y en a quand même un peu sur la dernière. On est à chaque fois sur au-dessus de 400 minutes sur ce que je vais te citer. Les minutes des Kings avec Monk qui est seul, on avait un net rating négatif. Bon, c'est pas des minutes très significatives, 1,51 net rating négatif. Les minutes de Fox seul, on était à 2,36 de net rating négatif. Et les minutes de Sabonis seul, on était à moins 6,90 de net rating. De net rating. Donc en gros, quand il n'y en a qu'un seul des trois sur le terrain. Ce qui quand même, dans des joueurs majeurs, est assez rare d'avoir les trois qui sont dans du net rating négatif. Et qui, selon moi, traduit en tout cas une impression que j'avais, et je suis curieux d'avoir ton avis, qui est que cette équipe, bah finalement, oui, elle trouvait une forme offensive intéressante, mais elle n'était pas très autonome en fait dans son attaque. Non, alors elle est pas très autonome et moi la sensation que j'ai dans cette équipe c'est qu'en fait elle a été construite avec l'idée que en fait Sabonis c'est une sorte de plaque tournante et que pour que cette plaque tournante fonctionne il faut qu'il y ait un joueur qui vienne vraiment connecter avec lui et créer des écarts et donc c'est pour ça que ce relais d'Aaron Fox et Malik Monk en gros et le truc, c'est que derrière, un peu comme on parlait il y a quelques jours avec Denver, il n'y a pas de capacité à reproduire parce que ton backup, en fait, c'est Alex Len. Ouais. Euh, et que, effectivement, t'as pas d'autres joueurs qui apportent ce niveau d'autonomie. Et les Kings, effectivement, ils subissent, je pense, en plus de plein fouet le fait que la première année, ça a bien fonctionné parce que la conférence Ouest était un peu moins forte et qu'eux n'ont eu aucune blessure. Mais l'année dernière, quand les choses sont redevenues un peu plus normales, malheureusement, ils ont été un peu rattrapés par la concurrence. Et c'est devenu une équipe plutôt de play-in. Et donc, ils ont, je pense, cherché en se disant, OK, on perd Harrison Barnes, c'est l'occasion d'aller mettre un budget, on va aller chercher une forme de nouvelle autonomie. Et il y avait, en vrai, il n'y avait pas beaucoup d'autres options que DeMar DeRozan sur le marché, quoi. Bah, surtout à ce prix-là, parce qu'ils ont quand même pris un. C'est quoi, c'est 25 millions l'année, je crois, sur 3 ans de mémoire. Ouais, C'est je quand crois un même. peu comme ça, ouais. Ouais. C'est quand même un prix tout à fait acceptable. Et d'autant que dans cette volonté de créer des connexions autour de Sabonis, tu étais aussi un peu limité parce que c'est toute la limite que tu peux avoir quand tu as un pivot qui ne défend pas, c'est que tu dois mettre un peu gros sur la qualité de la défense extérieure. Et avec le budget restant, bah, pas simple de trouver des mecs qui sont des two-way, à la fois des bons défenseurs et des joueurs autonomes en attaque. Et donc du coup, dans la construction de cet effectif, quand tu n'as pas Monk ou Fox sur le terrain, bah, les joueurs de complément, les Kellon Ellis, alors c'était Mitchell, Davion Mitchell l'année dernière, mais l'ensemble de ces joueurs-là sont des joueurs qui non seulement ne sont pas autonomes, mais sont même pas des très bons attaquants finalement. Non, non, non. T'as un peu l'option Kevin Werther qui est plutôt honnête, mais qui lui aussi est on va dire, pour le coup, en gros, un défenseur plutôt plat, quoi. Ouais. Et du coup, il y a une sorte effectivement de, on n'arrive pas à trouver des two-way players. Et en plus, comme on a construit cette équipe un petit peu avec des trades dans tous les sens, en fait, on n'a plus trop de marge de manœuvre pour améliorer l'effectif à court terme. Et je pense qu'ils sont un peu dans cette position ambiguë de comment on fait pour trouver l'équilibre entre attaque et défense. Et malheureusement, comment on fait pour combler le manque de talent qu'on recherche. Voilà, ils sont un peu dans ce centre-deux et c'est pas évident leur position. Alors qu'il leur manque pas forcément grand-chose, mais c'est pas évident. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a un deuxième élément que tu as déjà commencé à noter, qui pour moi a été une raison de ce transfuge. Euh, les Kings sont quand même une équipe qui s'est construite autour de l'attaque. De toute façon, quand tu as un pivot comme ça, c'est un peu comme Denver avec Jokic. Quand tu as un pivot comme ça, tu peux pas concentrer ton équipe sur la défense parce que les limites structurelles de ton pivot font que
tu vas plus jouer un jeu de marquer plus de points que de l'adversaire qu'un jeu d'en encaisser moins. Et par contre, tu l'as noté, on a eu une nette baisse offensive entre 2022-2023 et 2023-2024, vu qu'ils sont passés premiers à l'offensive rating en 2022-2023 à 14e, ce qui pour une équipe qui mise sur l'attaque forcément a eu un impact important et les a fait descendre jusqu'au play-in. Pour moi, il y a deux éléments qui sont à mettre en évidence sur cette baisse de qualité offensive. Moi, je trouve qu'ils ont conservé, tu vois, leur qualité de jeu de transition. C'est vraiment une des équipes qui, au regard du personnel qu'elle a, je trouve, est la meilleure en transition. A le jeu le mieux organisé en transition et tu sais, sur les semi-transitions. Mais je trouve mais il y a d'autres éléments qui ont malheureusement pêché. Premier élément, l'adresse extérieure en chute entre l'année 1 et l'année 2. Ils étaient 9e lors de la première année, 16e lors de la deuxième, donc de l'année dernière, et forcément cette chute les a impactés. Et donc l'attaque demi-terrain, c'était la 15e équipe à l'offensive rating l'année dernière, alors que c'était la 9e équipe et c'était la 21e équipe qui en jouait le moins. Mais en fait, leur volume d'attaque demi-terrain avait nettement augmenté en fait, entre la première et la deuxième année. C'était l'avant-dernière équipe qui jouait le moins d'attaque demi-terrain et ils sont passés autour de la 20e équipe. Et leur jeu demi-terrain est bien moins qualitatif que leur jeu de transition. Et donc, quand même, tu as un double truc, c'est être un peu moins dépendant de l'adresse extérieure, vu que ça les a fait baisser, et un deuxième qui est progresser sur ton attaque demi-terrain, vu que les équipes en face s'adaptent et arrivent à te faire ralentir un petit peu. C'est ça. Et c'est vrai que l'opportunité du départ d'Harrison Barnes, c'est de se dire, OK, on va aller chercher un joueur qui, lui, apporte une forme de création, autant en autonomie pour lui-même que pour les autres. Et du coup, effectivement, il y a la décision d'aller chercher DeMar DeRozan, qui, malgré voilà, les défauts dont on va parler, effectivement, font tout à fait sens parce que bah, cette attaque de mi-terrain, quand tu as un joueur comme DeRozan qui n'a pas besoin de grand-chose pour obtenir son tir, c'est quand même un sacré atout et puis du coup, ça devient quand même un sacré aimant à défenseur et donc tu espères que ça va libérer des joueurs qui sont beaucoup moins autonomes offensivement, quoi. Ouais, on y reviendra sur le scouting report de DeRozan, mais on est vraiment sur un profil de joueur porté sur l'attaque demi-terrain et sur retrouver une forme d'efficacité sur l'attaque demi-terrain. Troisième élément que je m'étais noté, c'est la 6e équipe qui utilisait le moins le shoot sur isolation de toute la ligue, ce qui est plutôt une statistique intéressante. Par contre, ils étaient à 0,90 points par possession sur ces attaques en isolation, donc très bas, 17e équipe. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand même, moi ce que je me rends compte, je sais pas ce que t'en penses, mais au plus je vois les équipes évoluer, au plus je regarde, tu vois, les stats depuis 2 ans dans le détail, que c'est jamais très bon d'être très bas sur une forme de jeu. C'est quand même bien de trouver une forme d'équilibre parce que ça traduit une forme d'alternance finalement. Et le jeu des Kings, qui est un jeu, on l'a dit, qui mise beaucoup sur les connexions, c'est quand même retrouvé bloqué quelques fois face à des équipes qui arrivaient à couper ces connexions, justement. Et c'est là où l'isolation est intéressante, c'est que l'isolation, elle te permet de casser ce rythme quand tu viens casser les connexions pour retrouver un petit peu d'air. Et là-dessus, clairement, on n'était pas sur une bonne équipe. Clairement. En fait, l'isolation, effectivement, d'autant quand il n'y a pas une attaque élite, ce que n'étaient plus du coup les Kings, c'est une sorte de valeur refuge. Euh, on en parlait par exemple cet été avec le cas des Warriors à l'époque qui sont allés chercher Kevin Durant. C'est que, bah oui, ok, ça va des fois casser ta circulation de balles, mais par contre, quand des équipes vont te mettre en difficulté offensivement, tu es bien content d'avoir un joueur qui peut créer des choses pour lui-même et puis qui peut être efficace dans ce registre de jeu-là. Et les Kings n'avaient pas vraiment de solution. Ils avaient De'Aaron Fox, d'ailleurs, qu'ils utilisaient dans les fins de match. Mais sinon, sur tout le reste de la rencontre, effectivement, on voyait que c'était une situation qu'ils essayaient de fuir. Et donc, bah, ça pouvait faire partie des choses à aller améliorer pour essayer d'avoir plus d'options à porter, quoi. Et donc on a ajouté un joueur qui est un des joueurs qui pratique le plus l'isolation de la ligue, mais au-delà du fait de beaucoup la pratiquer, qu'il la pratique surtout avec une efficacité. Vu qu'on est alors on en reparlera après dans le détail avec DeRozan, mais on est 1,13 points par possession l'année dernière en isolation, ce qui est plutôt très haut. C'est-à-dire que tu vas toucher, tu vois, du bon Dans niveau les- de scoring sur du pic, pas du top, mais du bon niveau de scoring sur du pic. Donc c'est vraiment intéressant. Et encore, ces stats-là ne comptent pas son playmaking sur l'isolation. Et on y reviendra, qui, en tout cas à mon sens, est vraiment un playmaking intéressant. Dernier élément, c'est une équipe qui avait su briller il y a 2 ans par son efficacité dans le clutch. Vu que De'Aaron Fox avait émergé comme un des joueurs les plus clutch de la ligue, c'était un peu redescendu l'année dernière. On était retombé un peu sur Ouais. terre. C'était passé la 12e équipe dans le clutch sur le net rating. Alors qu'en plus, c'était la 7e équipe qui avait le moins de paniers assistés dans le clutch. Donc
on retrouvait, tu parlais de valeur refuge, de quand on coupe tout, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ils avaient un peu baissé dans le clutch, c'est parce que d'un côté, De'Aaron Fox était peut-être redescendu un petit peu de son nuage, mais aussi que la forme de jeu pratiquée dans le clutch ne correspond pas forcément à leur forme de jeu naturelle. Et donc là, il y avait peut-être un petit truc à combler, quoi. Ouais, et puis tu sais, il y a peut-être aussi ce truc que tu construis une équipe où la première saison où ils ont eu du succès, c'est avec un De'Aaron Fox qui était effectivement sur un nuage complet dans ce clutch-là. Et du coup, tu peux avoir te dire, ok, l'année dernière ça marchait, donc on va revenir à ce truc-là. Et en fait, bah, vu que bon, le mec est toujours très bon, hein. D'ailleurs, la première année où ils ont fait cet award un peu bizarre, ils lui ont donné. Mais le fait est que effectivement, tu peux bah, vouloir reproduire une sorte de mécanique qui ne fonctionne plus, et c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça donne une saison l'année dernière où ils finissent 9e en 46 victoires, 36 défaites, ce qui est quand même un résultat plus qu'honorable. Et en fait, la baisse relative au classement, elle est quand même un peu à mettre en regard sur l'année, vu qu'en fait, ce n'était que 2 défaites de moins que l'année précédente et qu'ils les ont fait passer de la troisième équipe de la conférence Ouest à la septième. Donc ce qui était une année un peu particulière. Est-ce que moi j'ai essayé tu vois, de me remémorer un peu leur style de jeu, du coup d'aller chercher des stats qui montraient un peu ces éléments-là. Est-ce que toi tu avais identifié d'autres éléments qui venaient à dire que bah, d'aller chercher DeRozan ça avait une forme de sens quoi. Donc en gros moi je me suis noté compenser la baisse offensive et la dépendance sur l'adresse extérieure, améliorer l'attaque de mi-terrain ce qui était une nécessité, avoir un peu plus d'autonomie et pouvoir aller chercher cette valeur refuge de l'isolation quand les schémas de connexion qui sont fonctionnels chez eux se coupent quoi. Ouais, en fait, moi j'avais plus un élément qui était lié à l'historique de l'équipe et à sa construction, mais qui venait du fait que, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais l'idée c'est que l'année où ils finissent troisième, au-delà du fait qu'avec 48 victoires ils sont troisième, alors que l'année d'après avec 46 ils tombent à la septième place, c'est que, en fait, il n'y avait pas de blessure cette saison-là. Et le truc c'est que la saison dernière c'était aussi un petit retour à la réalité où des fois tu as des joueurs majeurs qui sont pas là et tu le payes assez radicalement. Et du coup je me dis, bah si tu es les Kings, je te dis, ok, comment je fais pour avoir une création offensive qui soit pas trop galère à mettre en place quand par exemple Fox n'est pas là, bah en fait je cherche un autre ball handler qui est capable de générer des choses et j'espère qu'une fois qu'on aura tous les joueurs ensemble, il va y avoir une sorte d'alchimie qui se crée qui va faire que mon plafond va augmenter. Donc moi j'avais un petit peu ce truc en tête là de bah en fait l'évolution naturelle c'est d'aller chercher du talent offensif supplémentaire et comme tu l'as dit ils avaient l'occasion de le chercher pour pas trop cher avec des DeRozan donc je pense qu'ils ont saisi l'occasion en fait. Ouais, parce que je pense que DeRozan arrive à l'été dans une situation un peu particulière où ça va permettre de faire la transition vers le scouting report de DeRozan, mais où clairement on est sur un profil de joueur un peu anachronique, qui est dans un profil où à la fois son niveau d'apport et de talent impose de mettre quand même un petit chèque sur la table, et en même temps, qui a vraiment envie d'avoir ce profil-là dans son équipe. Et ça donne un truc au final où bah, t'as DeRozan à 25 millions, et sincèrement, qui peut dire aujourd'hui que DeRozan à 25 millions, faut pas au moins le tenter, quoi. Tu vois. Moi je trouve pas ça cher payé, franchement. Il y a l'âge qui entre en jeu et qui fait que tu donnes quand même 25 millions à un joueur qui va arriver à la fin de son contrat à 38 ans. Mais n'empêche que en l'état, sur cette saison-là, moi je trouve pas ça cher payé. Bah, tu vois, sur la même période, t'es à peu près au niveau, t'es en dessous du niveau de salaire d'un Devin Vassell, par exemple. Tu vois, sur le même poste, sur un Mm. profil différent. C'est pour se donner un peu des ordres de comparaison. T'es 2 fois moins cher que Zach LaVine. Tu es 15 millions de moins, alors peut-être pas 15, mais 10 millions de moins que Tyler Hero, par exemple. Donc, t'es quand même vraiment sur des montants qui sont finalement, ouais, comme tu dis, acceptables, quoi. Euh, Et juste par rapport au comparatif que tu as avec Zach LaVine, on a vu par exemple, alors c'était plus il y a 2 ans que l'année dernière, parce que l'année dernière Zach LaVine n'a pas trop joué, mais qu'on était sur des niveaux de production presque supérieurs pour des DeRozan à Zach LaVine. Bah ouais, tout à fait. Tu vois, je me fais la liste un peu Donc là c'est une peu des. production aussi, je trouve, ce que tu donnes pour un joueur qui est quand même de talent, quoi. Ouais, tu vois, je me fais la liste là un peu que j'ai à côté de moi pour voir à quel niveau de salaire il est. Et je trouve que c'est quand même toujours intéressant de comparer. En fait, tu es dans des gammes de salaire de role player, de très bons role players. Tu vois, Mm. je vois Kentavious Caldwell-Pope qui est à peu près à son salaire, Cameron Johnson qui est à son salaire, Bruce Brown est à son salaire. T'as Kyle Kuzma et après tu montes déjà quand t'as Terry Rozier, t'es déjà au-dessus de lui. RJ Barrett, t'es plus haut. Alors que Tobias bon, Harris, t'es plus haut. là, typiquement Terry Rozier. Bah ouais, bah après, ouais, non, bah, je trouve que c'est une bonne comparaison, tu vois, Rosier DeRozan. T'es sur des mecs un peu autonomes qui créent du jeu pour eux, pour les autres. Je pense qu'effectivement, t'es quand même plus content d'avoir enfin, tu demandes au hit, il serait plus content d'avoir des Marins DeRozan que Terry Rosier, même si
Enfin, moi j'aime bien Terry Rozier, mais bon, peu importe. C'est pas, c'est pas le